bienvenue dans la formation L'égalité femmes-hommes, une ambition commune, une auto-formation proposée par l'AIMF, l'Association internationale des mères francophones. Cette formation contient 3 parties et nous entamons donc la partie 2, comment intégrer le genre en transversal avec le cas de l'assainissement. Et nous sommes dans le module 5, établir un diagnostic sensible au genre. Moi-même, je suis Claudie Voué, experte en intégration transversale du genre dans les politiques publiques et en budgétisation sensible au genre. Alors, pour ce module, les objectifs sont les suivants. On va partager les enjeux de genre dans l'assainissement inclusif à l'échelle de la ville et puis aussi présenter un certain nombre de cadres et d'outils d'analyse pour un diagnostic sensible au genre. Alors, ces 4 modules sont spécifiquement orientés sur l'assainissement dans les pays des Suds, avec un focus particulier sur les toilettes publiques, mais pas uniquement. Mais nous espérons cependant que l'approche et les outils présentés seront pertinents pour d'autres sujets et d'autres territoires. Au programme de ce module, donc 4 points, le lien entre genre et assainissement, la présentation de cadres d'analyse des rapports de genre, les enjeux de genre dans la chaîne de l'assainissement, et puis un point sur comment conduire donc un diagnostic sensible au genre. Les points à retenir, vous savez ça maintenant, et ensuite le temps du témoignage. Alors, commençons avec genre et assainissement. D'abord, dire que ce module s'inscrit dans l'approche de l'assainissement inclusif à l'échelle de la ville, à laquelle adhère l'AIMF. C'est une approche du service public qui vise un accès équitable des usagers et des usagères à l'eau propre et à l'assainissement, qui valorise l'utilisation de différents systèmes appropriés à toutes les échelles, réseau et hors réseau, et qui encourage aussi et facilite la collaboration entre les différents services urbains. Alors pour comprendre la question, les liens entre l'assainissement et le genre, nous pouvons passer par les ODD. Donc vous connaissez l'ODD 6 qui a pour objectif de garantir l'accès de tous et toutes à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. Cet ODD 6, il est indissociable de l'ODD 3 sur la santé et le bien-être. En effet, la santé, l'eau et l'assainissement sont traversés par le genre. Par exemple, pour des raisons physiologiques, les femmes sont plus sensibles que les hommes au manque d'hygiène, en particulier les femmes enceintes. À la maison, ce sont le plus souvent les femmes qui s'occupent des personnes affectées par les maladies hydriques. Et en plus, pour assurer l'hygiène, souvent les femmes utilisent des produits toxiques nuisibles à leur santé. Le bien-être, c'est aussi la dignité. Dans les camps de réfugiés, en situation de déplacement ou de conflit, ou pour les personnes sans abri, santé, bien-être et assainissement sont intimement liés, et encore plus pour les femmes. L'ODD 6 est également indissociable de l'ODD 4 sur l'éducation. Lorsqu'un établissement du primaire à l'universitaire n'a pas de toilettes saines, l'ensemble des étudiants est pénalisé, mais les filles étudiantes le sont encore plus pour des raisons de sécurité. À l'école primaire, on sait qu'à la puberté, la gestion des règles, des menstruations peut vite devenir un facteur d'abandon scolaire. L'ODD 6 est lié également à l'ODD 1 qui concerne la pauvreté. C'est dans les quartiers les plus précaires et hors réseau que l'accès à l'eau et à l'assainissement est le plus difficile. Et c'est dans ces quartiers que résident les familles, notamment monoparentales, qui ont majoritairement des femmes seules avec leurs enfants à leur tête et qui subissent un manque d'accès au foncier et au logement digne, qui inclut évidemment l'assainissement. L'objectif 6 rejoint également l'ODD 8 sur le travail décent et la croissance économique. Une ville qui n'est pas assainie est moins attractive économiquement. Souvent, les conditions de travail dans les métiers de l'assainissement ne remplissent pas les critères du travail décent. Même si c'est en train de changer, ce sont surtout des hommes qui sont concernés à ce niveau-là, notamment ceux qui effectuent les vidanges manuelles dans les fosses. Donc un lien entre travail décent et croissance économique.
Et puis l'ODD 6 est également lié à l'ODD 11 sur les villes et communautés durables. Le manque d'assainissement impacte la durabilité économique, sociale. Sur les marchés, par exemple, le manque d'eau et de toilettes handicape le commerce, en plus d'être un enjeu de santé publique, à la fois pour les personnes qui vendent, mais aussi pour celles qui achètent. Et enfin, l'ODD 6 est en lien avec l'ODD 13 qui est relatif au changement climatique. Encore une fois, dans les quartiers pauvres en assainissement, les changements climatiques impactent de manière disproportionnée les femmes qui sont chargées de gérer les fosses, les puits perdus, notamment lorsqu'il y a des inondations qui sont créées et de plus en plus fréquemment par le changement climatique. Passons au point 2, le cadre d'analyse des rapports de genre. Alors, je vais d'abord partager un cycle que vous connaissez puisque vous êtes impliqué dans la gestion de projet. Le cycle de la gestion de projet comprend 4 grandes étapes. Le diagnostic, la conception et la formulation, la mise en œuvre et le suivi et l'évaluation. Donc aujourd'hui, dans ce module, nous sommes sur le diagnostic. Chaque étape de ce cycle est une opportunité pour intégrer le genre. La qualité du diagnostic initial va forcément conditionner la bonne intégration du genre dans les autres étapes. Alors je vous invite à lire avec moi cette phrase qui est extraite de termes de référence sur un diagnostic de l'assainissement. On peut lire: le consultant devra veiller à identifier la prise en compte des aspects genre et des publics vulnérables non pris en compte par les services publics d'assainissement. Cette phrase, elle est assez typique de ce qu'on peut trouver dans des termes de référence. On pourrait la qualifier de phrase un peu alibi sur la question du genre. Ce qui est évident, c'est qu'il faut aller beaucoup plus loin. Ça ne suffit pas d'inscrire ce genre de phrase dans une demande de diagnostic, dans des termes de référence de diagnostic. Donc la première chose pour mener un diagnostic sensible au genre, c'est de maîtriser le cadre de base de l'analyse du genre. En résumé, dans un premier temps, il est très important d'analyser la division du travail selon le genre. Pour analyser cette division du travail, on va utiliser ce qu'on appelle les rôles multiples. Et on va s'intéresser à qui fait quoi dans 4 rôles en particulier. Le rôle reproductif entre ici tout ce qui est travail domestique et du soin à domicile, à domicile, mais aussi au plus près du domicile dans la communauté et qui est généralement non rémunéré. On va s'intéresser à qui fait quoi dans le rôle productif. Le rôle productif, c'est le travail rémunéré, que ce soit dans le secteur formel ou informel. On va s'intéresser à qui fait quoi dans le rôle de gestion communautaire. Et là, on va regarder qui produit un travail bénévole et collectif pour répondre aux enjeux de la communauté ou du quartier. Et enfin, on va regarder qui fait quoi dans un rôle plus politique, c'est-à-dire un rôle qui donne la capacité aux personnes qui l'occupent d'influencer les politiques publiques, de prendre des décisions. Donc ça n'est pas forcément politique dans le sens de politicien ou politicienne, mais c'est un rôle où on a une fonction, une capacité, une préconisation de prise de décision pour influencer les politiques publiques. Tous ces rôles se combinent en 24 heures. Plus on passe du temps dans un rôle, moins on a du temps à passer dans un autre rôle. Et bien évidemment, pour analyser cette division du travail selon le genre, il faut mettre nos lunettes de genre dont nous avons déjà parlé. Une fois qu'on a regardé la division du travail selon le genre, on va s'intéresser à l'accès aux ressources. À quel type de ressources les femmes et les hommes ont-elles accès dans les différents rôles? Quelles ressources dans le rôle reproductif? Quelles ressources dans le rôle productif? Quelles ressources dans le rôle communautaire? Quelles ressources dans le rôle politique? Avec quel niveau d'accès aux ressources? Quelles sont les contraintes? Quelles sont les opportunités d'accès aux ressources? Et quels sont les facteurs liés au genre qui facilitent ou entravent l'accès aux ressources? Après l'accès, on va s'intéresser au contrôle de ces ressources, à la prise de décision.
La prise de décision, ça peut être au niveau du domicile, ça peut être au niveau du quartier, ça peut être au niveau du travail, ça peut être voilà, dans plein d'endroits différents. Qui prend les décisions? Avec des lunettes de genre. Le qui est évidemment genré. D'abord, on va s'intéresser à qui en termes de hommes et femmes par rapport à d'autres critères aussi d'âge, de handicap, enfin des choses que nous avons déjà évoquées. Donc, qui prend les décisions, dans quel rôle et par rapport à quel type de ressources? Donc, quand on a fait cette première lecture, on a déjà un premier niveau d'analyse, en tout cas un premier niveau de diagnostic sur les questions de genre. Ce qui est intéressant, c'est que cette première lecture, elle permet d'identifier deux catégories de besoins et d'intérêts. Premièrement, ce qu'on appelle les besoins pratiques. Alors, les besoins pratiques qui vont être exprimés par les femmes et ou les hommes, généralement visent un meilleur accès aux ressources dont les femmes et les hommes ont besoin, mais sans changer la division du travail, sans modifier les rapports de genre, sans modifier la prise de décision. Par exemple, si on rapproche un point d'eau des habitations, cela va améliorer les conditions de la collecte de l'eau quotidienne. Ça va réduire le temps qu'on va y passer. Mais ça ne va pas changer la division du travail. C'est toujours les femmes qui vont aller chercher l'eau. Si des vidangeurs, par exemple, souhaitent des vêtements ou des formations pour la protection en termes de travail décent, cela n'apportera pas forcément de mixité femmes-hommes dans le métier, mais ça va faciliter leur travail. Donc un besoin pratique, c'est un besoin exprimé par les femmes et ou les hommes pour améliorer notamment l'accès aux ressources, mais il n'y a pas de revendication de changer la division du travail ou de bouger la prise de décision. En revanche, les intérêts stratégiques sont les intérêts exprimés, encore une fois, par les femmes ou pour les hommes, dans le but de changer la division du travail et d'influencer la prise de décision. Par exemple, si les femmes manifestent le souhait pour plus d'implication des hommes ou des garçons dans le travail domestique de l'assainissement, elles manifestent un intérêt stratégique. Elles veulent changer la division du travail, elles veulent changer les rôles. Ou si, par exemple, les femmes demandent plus d'implication dans la gouvernance locale sur les questions d'assainissement, elles expriment également un intérêt stratégique parce qu'elles veulent entrer dans une sphère de prise de décision dont jusqu'à maintenant elles sont peut-être tenues à l'écart ou peut-être exclues. Donc on est bien avec les intérêts stratégiques sur la question du pouvoir et du pouvoir d'agir. Alors évidemment, parce que les intérêts stratégiques remettent en question les rapports de genre traditionnels et la question du pouvoir, ils sont souvent moins consensuels que les besoins pratiques et très souvent les politiques publiques sont plus intéressées, sont plus facilement orientées vers les besoins pratiques que vers les intérêts stratégiques parce que voilà, ça va poser, on va dire, moins de problèmes en termes sociétals. Alors, encore une fois, attention, le but de l'analyse de genre, c'est certes de comparer le vécu, l'accès, les rôles, le besoin des femmes et des hommes. C'est de fournir un certain nombre de données sexospécifiques. Mais ce n'est pas que ça. Une analyse de genre, ce n'est pas simplement des données qui comparent les femmes et les hommes avec des données sexospécifiques. Une analyse de genre, c'est aussi une analyse qui va regarder les rapports de genre, s'intéresser aux normes, les normes invisibles, les tabous, les discriminations, la question du privilège ou des pouvoirs, avec donc une analyse de ces rapports sociaux construits entre les femmes et les hommes. Au final, ce qui va être important, c'est que l'analyse, le diagnostic sensible au genre, puisse nous éclairer sur l'impact des rapports de genre sur l'accès à l'assainissement, des filles, des garçons, des femmes, des hommes, mais puisse également nous éclairer sur l'impact de l'assainissement sur les rapports de genre. Là, on est bien dans un impact réciproque. Autre chose importante pour le diagnostic, c'est que le diagnostic doit permettre d'articuler des constats et des analyses à 3 niveaux. Le niveau micro,
le niveau méso et le niveau macro. Donc au niveau micro, on va regarder la division du travail, l'accès, le contrôle des ressources, les besoins pratiques, les intérêts stratégiques des usagers, des usagères et d'autres protagonistes donc, qui sont proches du niveau vraiment du terrain. Au niveau méso, on va s'intéresser plus aux pratiques de la collectivité, quel genre de projet, quel genre de budget, quel genre de procédure, quel genre de règlement, quelles sont également les équipes et leurs compétences en matière de genre. Donc évidemment, tout ça est observé à la lunette du genre. Au niveau macro, on pourra s'intéresser à ce que portent les lois, les politiques, les stratégies, les budgets d'assainissement d'un point de vue du genre. Et bien évidemment, ce qui se passe à un niveau a des répercussions à un autre niveau. Donc c'est très important que le diagnostic de genre puisse articuler ces trois niveaux. Alors nous arrivons au point 3, l'enjeu de genre de la chaîne de l'assainissement. Donc cette chaîne de l'assainissement, vous la connaissez, elle comprend 5 étapes: l'interface utilisateur-utilisatrice, le confinement, la question de la collecte et du transport des matières fécales, le traitement de ces matières fécales et enfin leur élimination ou réutilisation. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est voir comment le cadre d'analyse du genre que nous venons d'évoquer peut nous aider à poser un regard genré à chacune de ces étapes de la chaîne de l'assainissement. Alors commençons avec la première étape, c'est-à-dire l'interface utilisateur-utilisatrice. Une des premières questions, évidemment, c'est quelles sont les infrastructures auxquelles les hommes et les femmes ont accès. Donc on sait que même si les chiffres s'améliorent, c'est 9% de la population mondiale, soit près de 700 millions de personnes qui ont accès uniquement à la défécation à l'air libre. Cela ne pose pas du tout les mêmes problèmes aux femmes et aux filles qu'aux hommes et aux garçons pour des questions de sécurité, de harcèlement, de violences sexuelles, mais aussi en termes de gestion de menstruation. Souvent, il n'y a donc pas d'infrastructure, contrairement à ce qui est montré sur cette image. Alors, la deuxième question, c'est est-ce que les infrastructures sont adaptées et accessibles, par exemple pour les femmes enceintes, pour les enfants ou pour les personnes à mobilité réduite. On va aussi essayer de comprendre si les infrastructures, en tout cas les conditions d'assainissement telles qu'elles existent, favorisent les violences contre les femmes, contre les filles, contre les enfants, quand les toilettes sont loin, quand les toilettes sont non éclairées, quand les toilettes sont non sécurisées, quand les portes sont cassées, etc. Et on sait que ces risques-là existent également dans les écoles. On va se poser la question de savoir si quand les infrastructures existent, est-ce que les femmes et les filles ont le même accès que les garçons ou les hommes? Surtout quand il n'y en a pas suffisamment. Par exemple, dans une étude à Abidjan, les femmes ont témoigné que le matin, quels que soient les besoins des unes et des autres, dans les maisons et les cours communes, les hommes passent systématiquement en premier. Donc on voit qu'il n'y a pas d'accès, il y a une hiérarchie qui se met en place. On va également s'intéresser aux tabous et aux préjugés qui entourent l'usage des toilettes par les femmes. Un peu partout, les femmes expliquent que quand elles vont aux toilettes, elles ne doivent pas laisser d'odeur, elles ne doivent pas faire de bruit, elles doivent être discrètes. Il y a également la question du tabou des menstruations. On a de nombreux témoignages d'employés masculins, notamment de toilettes publiques, qui se plaignent souvent que les femmes laissent des produits sanitaires qu'elles jettent parfois dans les canalisations par honte ou simplement parfois parce qu'il n'y a pas de toilettes équipées, de poubelles tout simplement. On va se poser la question aussi du design des toilettes telles qu'elles existent actuellement. Sont-elles mixtes? Sont-elles non mixtes? Et est-ce que la mixité ou la non-mixité va influencer ou influence la fréquentation? Et on sait que dans différents pays, il n'y a pas la même demande, pas les mêmes exigences en termes de mixité ou de non-mixité. Combien ça coûte? Le prix, le tarif joue aussi sur l'accès. De nombreuses toilettes publiques sont payantes et là où les hommes ont des alternatives gratuites, le plein air, les femmes n'ont pas le choix et souvent elles doivent payer. Alors aussi, est-ce que la conception des toilettes reproduit un certain nombre de stéréotypes de genre? Par exemple, quand il y a un espace pour changer les enfants, est-ce qu'on trouve cet espace uniquement du côté des toilettes des femmes
ou est-ce qu'il y a également des espaces de change du côté des toilettes des hommes? Est-ce qu'il y a des toilettes uniquement non binaires, femmes, hommes, ou est-ce que autre genre est également inclus dans le design des toilettes? C'est un sujet qui est important dans certains contextes. Si on continue avec la question du confinement, là il y a beaucoup de questions de genre qui se posent aussi. Comment se gèrent notamment les systèmes autonomes? Comment se gèrent les fosses, notamment dans les systèmes autonomes? Les diagnostics d'assainissement ont tendance à ignorer l'entretien des toilettes et des fosses à la maison et dans les cours communes. C'est un travail invisible réalisé majoritairement par les femmes et les filles. On va s'intéresser dans le diagnostic aux conditions dans lesquelles se fait l'entretien. Avec des produits toxiques? Est-ce qu'il y a des campagnes d'information, des aides, des formations aussi pour accompagner les femmes et les filles qui sont donc chargées de cet entretien à la maison? Quelle est la charge mentale? Les femmes sont souvent jugées sur l'état des toilettes, elles sont tenues responsables s'il y a des maladies ou des accidents, lorsque des enfants par exemple absorbent des produits toxiques, et plus encore lorsque les fosses débordent dans la saison des pluies. On a de nombreux témoignages sur cette charge mentale. Les hommes partagent-ils la charge de travail? Partagent-ils la charge mentale de l'assainissement à la maison? Il y a des enjeux économiques. Qui paye les produits d'entretien? Est-ce qu'il y a des mécanismes financiers, par exemple, pour permettre aux familles, à toutes les familles, toutes sortes de familles, y compris aux familles monoparentales, pour couvrir, par exemple, les frais d'équipement et les frais d'entretien, d'assainissement? Est-ce que la charge de travail domestique liée à l'assainissement limite l'activité économique, mais aussi l'activité éducative et sociale des femmes et des filles? Tout le temps que l'on passe à faire de l'assainissement, on ne le passe pas à faire des travaux économiques ou des travaux éducatifs. Intéressons-nous maintenant à la phase de collecte et de transport. Donc là aussi, il y a des enjeux de genre. Qui paye, qui assure déjà la transition entre l'intérieur et l'extérieur? Qui paye la vidange, qu'elle soit manuelle ou par camion? Est-ce qu'il existe des tarifs ou des facilités de paiement pour les plus faibles revenus? Est-ce que la collectivité régule les modalités techniques? Est-ce qu'elle régule les tarifs? On sait que le coût peut freiner le recours à des vendanges sécurisées, surtout pour les ménages les plus pauvres, dont les ménages dirigés par des femmes. Dans les vidanges, jusqu'à présent, les hommes sont majoritaires. Pour garantir leur sécurité au travail, dans le secteur privé ou public, formel ou informel, y a-t-il des mesures de prévention, de protection qui sont exigées des employeurs, des associations professionnelles, des syndicats, mais aussi des collectivités? C'est aussi évidemment une question de genre. Quelle est la part femmes-hommes dans les tâches qui sont rémunérées, donc l'emploi rémunéré lié à la collecte et au transport des boues fécales? On voit arriver des femmes dans les équipes de vidange mécanisées au Sénégal, au Mozambique par exemple. On voit arriver des femmes dans les équipes de transport. Ont-elles le même salaire? Ont-elles les mêmes équipements, par exemple pour la protection, des équipements à leur taille, les femmes ayant tendance à être parfois un peu plus petites ou en tout cas pas bâties de la même façon que les hommes? Est-ce qu'elles subissent peut-être de la discrimination ou du harcèlement parce que nous sommes dans des métiers qui sont majoritairement féminins? Lorsque les femmes créent des entreprises, est-ce qu'elles sont aussi assistées de la même manière que les hommes? Est-ce qu'elles ont accès à des formations, à de l'information, à du crédit, au réseau professionnel, à la commande publique, au marché public? L'assainissement est-il un métier d'avenir pour l'entrepreneuriat féminin et quels sont les tabous qui persistent dans cet entrepreneuriat? Est-ce que la collectivité est attentive à ces besoins et à ces changements? Nous retrouverons des questions un peu similaires pour le traitement des boues fécales, puisque le diagnostic peut aider à comprendre l'emploi. Quelles activités occupent les femmes et les hommes dans les stations d'épuration, par exemple, ou dans les stations de traitement? Les rémunérations sont-elles équitables? Quelle est l'égalité des chances dans ces métiers? Y a-t-il des préjugés ou des discriminations sexistes? Est-ce que les conditions de travail sont décentes et réunies pour toutes et pour tous, la sécurité au travail, la protection sociale, etc.
Y a-t-il des violences de genre, hein, dans encore une fois, un univers qui est plutôt masculin. Dernière étape, donc nous sommes sur la réutilisation, l'élimination, mais surtout la réutilisation des boues fécales. Et actuellement, on constate que la transformation concerne surtout la production d'engrais et de compost. Est-ce que les femmes agricultrices, notamment en termes d'agriculture urbaine, sont impliquées, informées, bénéficiaires de cette transformation? Mais aussi, est-ce que la collectivité s'intéresse à d'autres formes de transformation? Par exemple, les biodigesteurs, qui peuvent produire du biogaz à domicile pour cuisiner, pour faire tourner le congélateur du petit commerce, pour s'éclairer, et ainsi pour permettre des économies, notamment aux femmes qui assurent ces factures domestiques. Est-ce que la collectivité s'intéresse à la production, par exemple, de briquettes à usage domestique, qui peut être évidemment aussi une source d'économie, mais d'emploi pour les femmes? Est-ce que les nouvelles technologies vertes pour le traitement ou la réutilisation des boues fécales sont mixtes? Les femmes comme les hommes sont-elles accompagnées pour entrer dans ces nouveaux métiers avec des conditions de travail décentes? Donc là, on peut voir que nous avons à la fois abordé des questions micro, méso, qui concernent davantage la collectivité, et il y a aussi donc des questions macro qui concernent davantage le cadre stratégique qui encadre toutes ces activités-là. Passons au point 4, la conduite du diagnostic sensible au genre. Il est évident que pour recueillir les informations sur les rapports de genre, il existe de nombreuses méthodologies, beaucoup d'outils. Nous n'allons pas tous les discuter maintenant, mais nous allons en proposer quelques-uns. Il y a des incontournables. Ce qui est incontournable, c'est que les outils soient inclusifs de questions de diagnostic basées sur le cadre d'analyse du genre. Quel que soit l'outil que vous allez utiliser pour le diagnostic, il doit comporter des questions sur le genre et aussi faire appel aux catégories d'analyse du cadre d'analyse du genre que nous avons évoqué plus tôt. Donc la division du travail, l'accès aux ressources, le contrôle des ressources, besoins pratiques, intérêts stratégiques, etc. Il faut que l'équipe de diagnostic ou les équipes de diagnostic soient formées à l'analyse de genre. Même si vous fournissez de bonnes questions à des personnes qui ne sont pas formées, ça n'ira pas. Et si vous avez des personnes formées mais qui n'ont pas le bon cadre d'analyse, ça n'ira pas. Donc ça, c'est évidemment très important. Il faut réfléchir, et c'est un choix stratégique, au fait de composer des équipes de diagnostic qui vont être mixtes ou non mixtes. Il peut y avoir un avantage à avoir une équipe mixte, homme-femme. Il peut y avoir des avantages parfois à avoir une équipe non mixte, que des hommes ou que des femmes, ou une équipe mixte mais qu'on va agencer en fonction des questions, en fonction des groupes que l'on va rencontrer. En tout cas, c'est important de ne pas laisser au hasard. La mixité n'est pas toujours le bon choix et la non-mixité n'est pas toujours le bon choix. C'est quelque chose qui doit être réfléchi. Il faut aussi bien évidemment que lors des concertations, des consultations, des focus group, enfin quels que soient les moyens, il y ait une vraie attention qui soit portée à l'échantillon. Il faut que les participants et les participantes soient représentatifs. Pas simplement 50%, 50%, mais représentatifs en termes d'intersectionnalité, en termes d'âge, en termes de handicap, en termes de qui vient d'un quartier précaire, qui vient d'un quartier moins précaire, etc. Ça, c'est extrêmement important. Ça n'est pas uniquement de couper entre femmes et hommes. Il faut que les femmes soient représentatives de toutes les femmes et que les hommes aussi puissent être représentatifs de tous les hommes. Et donc pour cela, parmi les incontournables, il y a à réfléchir sur le moment du diagnostic, le lieu du diagnostic, la langue du diagnostic, l'animation, mais aussi les supports que l'on va utiliser. On va retrouver tous ces incontournables dans les différents outils que je vais évoquer maintenant. Le premier, c'est évidemment un grand classique, hein, c'est l'étude qualitative qu'on va conduire notamment à travers des entretiens individuels ou alors des tout petits groupes où on va s'intéresser à rencontrer des membres des ménages, différents types de ménages,
ou peut-être des prestataires, par exemple des prestataires dans le domaine de la vidange ou des associations, des usagers, des usagères, par exemple des toilettes publiques, mais aussi peut-être des employés du secteur privé, public, associatif, etc. Donc on va de maison en maison, on va dans les marchés, on va à l'endroit où on veut rencontrer ces personnes et on a bien évidemment un questionnaire sensible au genre, des équipes formées au genre qui vont se déplacer pour rencontrer les différentes personnes. Ce qui sera très important évidemment, c'est la manière dont on rédigera ensuite, dont on analysera les données qui vont être récupérées. Il y a bien entendu des études plus quantitatives, donc plutôt en termes de sondage, où là on va essayer de sortir des données plus statistiques. Donc de la même manière, on pourra aller rencontrer des usagers, des usagères, des prestataires, des associations, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a maintenant de nouvelles technologies, par exemple la technologie Kobo, que vous connaissez peut-être, qui est très simple d'utilisation, avec des outils qui sont très peu onéreux, des choses que l'on peut installer sur des téléphones portables qui sont connectés et qui permettent donc un traitement en temps réel des informations qui sont rentrées dans le questionnaire qui sera lui-même en amont introduit dans un support électronique. C'est très facile d'usage et ça permet donc très vite de réaliser aussi des analyses statistiques. Bien entendu, un grand classique reste la réunion communautaire, où là, on va pouvoir décider, est-ce qu'on fait une réunion thématique, par exemple sur les toilettes publiques, mais avec le genre en transversal, ou bien est-ce qu'on fait une réunion qui a pour thématique la question du genre. Les deux sont possibles, c'est une question de choix. On va réfléchir à la mixité des profils, les différents groupes d'intérêt, les femmes, les hommes que l'on va convier à cette réunion communautaire en fonction des enjeux qu'on souhaite aborder. Et là aussi, bien évidemment, ce qui est essentiel, c'est que le rapport soit vraiment sensible au genre. Ça ne suffit pas, et c'est très important de le dire, ça ne suffit pas de réunir dans la même pièce des femmes et des hommes si on ne pose pas des questions sur les questions de genre et si on ne tient pas compte, on ne prête pas l'oreille à la manière dont les hommes et les femmes évoquent peut-être différemment les enjeux par rapport à leur propre vécu. Donc avoir des hommes et des femmes dans une pièce, c'est une chose, mais il faut pouvoir exploiter cette participation mixte des hommes et des femmes. Donc vous voyez sur la gauche un exemple aussi de visuel utilisé lors d'une réunion communautaire pour permettre aux personnes qui avaient une moins grande capacité à lire, donc de pouvoir aussi donner leur opinion sur des infrastructures. Un autre grand classique, évidemment, c'est ce qu'on appelle donc le focus group, où là on est sur une rencontre beaucoup plus ciblée, avec un groupe beaucoup plus restreint. De nouveau, le genre peut être la thématique ou la thématique peut être si spécifiquement le genre. Ce qui sera intéressant si on rencontre différents petits groupes sur une thématique comme par exemple la thématique des femmes enceintes, à un moment donné, ce sera la triangulation. On a parlé aux jeunes filles, on a parlé aux femmes plus âgées, on a parlé aux jeunes hommes, on a parlé aux hommes plus âgés. À un moment donné, il va bien falloir comparer, confronter les différents points de vue. Donc là, dans l'analyse, évidemment, il va falloir qu'on puisse creuser les rapports de genre. Alors, les marches exploratoires avec cartographie participative sont également très intéressantes. Il s'agit là donc de constituer un groupe, encore une fois, réfléchi, mixte ou non mixte. On va décider ensemble du moment de la marche, on va décider ensemble du trajet de la marche et on va donc faire une observation en marchant avec un dialogue pour essayer de repérer bien évidemment les avis et les vécus des femmes et des hommes. Encore une fois, il ne s'agit pas juste de faire marcher des hommes et des femmes ensemble, il faut pouvoir repérer est-ce que les jeunes femmes, les femmes plus âgées, les jeunes hommes, les hommes plus âgés ont un vécu et un intérêt différent. Remarquent des choses différentes aussi sur le parcours. C'est en fonction de ce que les gens remarquent
que l'on peut aussi voir quels sont leurs besoins, quels sont leurs intérêts. Donc là, ce qui va être important, c'est d'avoir une bonne préparation, hein, notamment de pouvoir préparer des supports comme cette grande carte, par exemple, sur laquelle les gens vont pouvoir noter, écrire, mettre des post-it, on va prendre des photos, etc. Et tout ça va servir ensuite à alimenter la conversation. La frise de l'assainissement, c'est un outil également très intéressant. On demande à un groupe de personnes de réfléchir collectivement à leur vécu sur une certaine période. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre quartier? À quel moment il y a eu des toilettes publiques? À quel moment il n'y en avait plus? S'il y en a eu, comment sont-elles arrivées là? Est-ce que c'était la collectivité? Est-ce que c'était une association? Est-ce que c'était les citoyens qui s'étaient mis ensemble? Est-ce que c'était payant? Est-ce que c'était pas payant? Qu'est-ce que ça a changé? Voilà, tout un tas de questions qui vont permettre donc de documenter l'évolution de l'assainissement dans un quartier donné sur une période donnée, en collectant véritablement les vécus des unes et des autres et en comparant bien évidemment, alors en utilisant par exemple des couleurs différentes, quel a été le vécu des hommes et quel a été le vécu des femmes. Ici, ce qui est très important, c'est encore une fois l'intersectionnalité et vraiment l'intergénérationnel, parce que quand on est sur une durée de temps, différentes générations auront vécu différentes choses. Et donc là aussi, il y a une préparation qui peut être, qui doit être faite pour que l'activité se passe bien. Une dernière méthode, c'est la question de la méthode de l'observation, qu'on appelle en anglais aussi shadowing. Donc on devient l'ombre de quelqu'un. Donc là, c'est-à-dire qu'on se poste à un ou deux, on se poste devant une toilette publique, devant un parc où il y a des toilettes publiques, devant des urinoirs, enfin quand je dis devant, je veux dire à côté évidemment, et on observe. Sans forcément rentrer en dialogue, on est juste dans l'observation. Donc on va compter, c'est à la fois du qualitatif et du quantitatif. On va compter ce qui se passe à un endroit précis. On va répéter le matin, on va répéter l'après-midi, on va pouvoir faire ça sur plusieurs jours, on va pouvoir faire ça sur plusieurs toilettes par exemple, pour essayer de comprendre qui fait quoi, qui fréquente les toilettes, à quelle heure, quelles sont les tâches accomplies par les employés, où vont-ils ou elles chercher de l'eau, est-ce qu'il y a des conflits, est-ce qu'il y a des gens qui veulent payer, pas payer, voilà. Tout ça va nous permettre de mieux comprendre un certain nombre de métiers, un certain nombre de besoins, et on pourra évidemment compléter avec d'autres rencontres, avec un focus group par exemple, basé sur les méthodes d'analyse. Alors, que faut-il retenir de ce module? Eh bien d'abord que l'assainissement, c'est un enjeu, le diagnostic sensible au genre est un enjeu qui doit se décliner, qui doit permettre de décliner l'assainissement de l'international au local, notamment en passant par les ODD. Il faut retenir aussi que un diagnostic sensible au genre, c'est signaler mais aussi distinguer les besoins pratiques et ou les intérêts stratégiques qu'il va falloir prendre en compte. Il n'y a pas juste des besoins, il y a des besoins pratiques et des intérêts stratégiques. Ça, c'est très important pour le diagnostic. Il faut pouvoir analyser le genre tout le long de la chaîne de l'assainissement et aller au-delà du pur constat sexospécifique. Ça ne nous intéresse pas uniquement de savoir combien d'hommes, combien de femmes. Il faut qu'il y ait du quantitatif, mais surtout aussi du qualitatif, et il faut vraiment rentrer dans les rapports de genre. Et pour pouvoir rentrer dans les rapports de genre, il faut pouvoir mobiliser des outils participatifs, mais aussi des compétences en genre pour mener l'analyse. Et le dernier point, c'est qu'il faut que le diagnostic sensible au genre nous permette d'articuler l'analyse entre les niveaux macro, méso et micro. Voilà, nous en avons fini avec ce module 5. Donc, n'oubliez pas de faire le quiz qui vous sera envoyé, de vous connecter sur la plateforme également pour aller rechercher des ressources supplémentaires. Et puis, nous vous donnons rendez-vous donc pour le module 6. Ou dire qu'au niveau de mon service,
Moi, j'ai une association de 50 femmes qui est chargée de la sensibilisation des riverains. Voilà, la sensibilisation, notamment la gestion des menstrues des femmes, la gestion des déchets, se doter des poubelles, s'abonner au GIE PME, au lavage des mains et l'interdiction de jeter les ordures dans les caniveaux ou dans la rue. J'ai aussi une association nommée Non Mwende, qui dans notre dialecte là veut dire plaît à Dieu. Donc, ces dames sont chargées de nettoyer aussi les places et lieux publics de la commune de Ouagadougou. Il y a aussi une association de 200 membres, dont 150 femmes et 50 hommes, qui sont chargés du nettoiement des cimetières et des abords des cimetières. Et pour dire, dans mon service, nous avons deux sections, la section nettoiement et la section éducation, information et communication. Et pour dire, la section nettoiement est gérée par une dame qui, tous les jours, même les jours fériés, comme nous, travaille en étroite collaboration avec tous les acteurs. Et il faut noter que chez nous, nous avons pas mal d'engins, notamment des engins lourds. Et les plus lourds sont les pelles hydrauliques, les bulldozers, les pelles chargeuses. Et je puis vous dire que ce sont les dames qui sont titulaires de ces machines. Et elles, ce sont des agents recrutés par la commune de Ouagadougou, à l'instar de nous autres les quatre. Donc, pour renforcer leur capacité, on essaie, par exemple, si elle est titulaire d'un permis pour conduire une pelle chargeuse, on essaie de l'éduquer vers le bulldozer pour qu'elle soit un peu polyvalente au cas où si les titulaires hommes ne sont pas disponibles. Aussi, il faut noter que grâce à l'AIMF et les différents projets, on a pu aussi recenser quelques latrines et on a essayé de voir un peu les vidangeurs mécaniques. Est-ce qu'il y a des femmes là-bas? Et on a pu se rendre compte qu'il y a des femmes qui font vraiment l'activité de vidanger mécaniquement les fosses septiques, mais manuellement aussi. Et on s'est rendu compte aussi que pour la gestion de ces toilettes publiques, pour le nettoiement, voilà, payer les taxes auprès de la commune, il y a des femmes qui s'intéressent de plus en plus à gérer ces toilettes aussi. Et vraiment, c'est des trucs à louer. Vraiment, merci beaucoup. Et je pense que dans l'ensemble, en tout cas, on essaie de vraiment prendre le côté genre à plat le corps au niveau de la commune de Ouagadougou. Ça, c'est ce qu'on se rappelle juste activement tout de suite. Sinon, il y a plein d'autres exemples que mon directeur, bon, il n'a pas pu tout dire, mais vraiment, la commune. Bonjour, c'est la Fatou de Rosso. Peut-être on va juste passer Je vais juste passer à une petite question comme on vient de passer un module quand même très intéressant. Et moi, juste, je veux juste inclure sur la question genre parce que pour moi, quand on parle de genre, parce qu'on parle beaucoup de genre, femmes, hommes, et on exclut un peu une partie quand même marginalisée, les handicapés. Que souvent, dans les toilettes, par exemple, publiques, qu'on oublie on pense pas à eux souvent. Parce que souvent, on construit les toilettes publiques en faisant des escaliers. Je pense que quand on parle d'un projet genre, c'est l'arbre à problème doit résoudre les problèmes sur la marginalisation des femmes, des handicapés. C'est une étape c'est trois nouveaux. On a les femmes qui sont marginalisées, on a les handicapés qui sont marginalisés. Et là, cette partie peut-être souvent, on n'en parle pas, mais c'est des gens à laquelle on doit penser, surtout dans les conceptions de projets genre. Parce que on fait des toilettes parfois publiques, souvent ce que je vois ici chez nous. On fait des toilettes publiques en mettant des escaliers et c'est des gens souvent qui sont oubliés avec leur chaise roulante, comment ils font monter, parce que souvent ils sont aidés en montant. Donc ça, c'était juste une petite remarque entre parenthèses que j'ai fait dans ce module qu'on vient de passer.